Et donc nous avons changé d'organe pour passer à la thyroïde, donc moins exceptionnel. Et donc nous avons commencé avec une communication de Jean-Christophe Liffrante sur les indications chirurgicales dans les cancers différenciés de la thyroïde. Est-ce qu'il y a du nouveau, oui ou non? Je suis toujours un plaisir de venir à l'Académie pour présenter des questions de chirurgie endocrinienne, en particulier thyroïdienne. Alors, j'ai choisi ce sujet parce que le chirurgien endocrinien, en particulier le chirurgien thyroïdien, est un peu malheureux en ce moment. Il est un peu malheureux parce qu'on lui reproche d'avoir opéré trop de thyroïde et on lui demande d'en opérer moins. Et puis, il est malheureux également parce que sont apparues en 2015 ces recommandations qui ont été interprétées en tout cas par beaucoup d'endocrinologues et beaucoup de chirurgiens comme aujourd'hui, soit on peut ne plus opérer les cancers de la thyroïde, soit on peut leur faire des simples lobectomies. Alors c'est sûr que la lobectomie dans le cancer de la thyroïde, ça a été un moment d'actualité, ça revient d'actualité, et moi j'ai voulu poser quelques questions devant le cancer de la thyroïde et devant ces recommandations américaines, et donc je fais une analyse un petit peu, j'ai interprété un petit peu à ma sauce ces indications, ces recommandations américaines. Alors bien sûr, on ne sait pas tout le temps qu'on opère un cancer de la thyroïde. Donc il y a deux cas. Les cas où on opère un patient avec une cytologie qui nous dit c'est un cancer de la thyroïde, c'est le premier cas dont on va discuter. Et puis le deuxième cas, c'est on a une lésion suspecte, ça va être peut-être un cancer de la thyroïde, et quelle indication faut-il avoir? Alors la première chose, la première recommandation, c'est qu'aujourd'hui encore, le cancer de la thyroïde, c'est une pathologie chirurgicale. Donc ça nous a rassurés, on peut encore opérer les cancers de la thyroïde. Alors il y a quand même des cas où on peut surveiller ces cancers, où il n'est pas finalement indiqué de les opérer immédiatement. Lorsqu'il y a bien sûr des comorbidités telles que la chirurgie devient plus à risque que le cancer. Les cas où finalement le patient a une durée de vie si courte qu'il n'aurait aucun avantage à ce qu'il soit opéré. Les cas où il y a une pathologie bien plus grave, concomitante du cancer de la thyroïde, où il faut bien sûr prioriser cette pathologie. Et puis, le cas qui va faire finalement la nouveauté et le buzz, c'est le patient avec le micro-cancer de la thyroïde, qu'il ne faudrait plus opérer, donc on peut surveiller. Alors, je vous laisse annoncer au patient qu'il a un cancer, même si la taille est petite, et lui dire maintenant surveillez-le. On a quand même des taux proches de 50% de patients effrayés qui sont opérés à côté. Alors, la meilleure façon finalement pour ce petit nodule de la thyroïde, c'est encore peut-être de ne pas les cytoponctionner comme il est recommandé aujourd'hui dans ces recommandations et dans d'autres recommandations. Alors, la chirurgie commence bien sûr avant l'opération. Et quel bilan faire avant l'opération? Alors, il n'y a pas de chirurgie thyroïdienne, bien sûr, sans échographie cervicale bien faite. Quand je dis échographie cervicale bien faite, moi je commence toujours par lire la première ligne, la dernière ligne de l'échographie, et lorsqu'il n'y a pas de notion d'adénopathie visible ou d'adénopathie recherchée, je refaire l'échographie. Aujourd'hui, il existe des scores dont on peut méconnaître l'efficacité et l'importance, comme le score TIRATS ou E-TIRATS, le dernier, et je pense que lorsque un de ces deux scores n'est pas mentionné, l'échographie doit être également refaite. Donc il faut un spécialiste de l'échographie, j'ai envie de dire, et il faut bien sûr qu'il nous décrive des ganglions, surtout s'ils font plus de 8 ou 10 mm, voire pour ces ganglions, les cytoponctionner, on verra l'importance que ça a. Alors finalement, l'échographie, elle va nous dire quoi? Elle va nous donner des adénopathies du compartiment central. Alors pourquoi c'est important? Parce que l'échographie, en fait, elle voit très mal ces ganglions. Et que ces ganglions du compartiment central, ceux qui sont à côté de la thyroïde, ils sont quasiment jamais à côté de la thyroïde. Et ils sont plus souvent prémédiastinales ou médiastinales, dans le compartiment 6-7 appelé par les Américains. Et donc ça aura toute une importance sur ce qu'on appelle après le curage prophylactique. Et puis, il y a ces fameux curages jugulo-carotidiens ou latéraux, 3, 4 et les 2, où là, l'échographie thyroïdienne faite par un bon opérateur va pouvoir nous décrire exactement où sont les adénopathies. Il faut une bonne adénopathie, et je pense que dans certains cas, il faut faire un scanner cervico-thoracique injecté. Alors l'injection, ça a été
source de polémique pendant des années, parce que, comme vous savez, il était dit que si on injectait des produits iodés chez le patient, on ne pouvait pas faire d'iode radioactif derrière. Or, on sait très bien qu'en 3 à 4 semaines, l'iode du produit iodé va être éliminé, et je ne crois pas qu'il y ait d'urgence à 3 ou 4 semaines de faire d'iode radioactif, du moins moi j'en connais pas. Et finalement, pourquoi, dans quel cas ça va être important? Ça va être important dans les gros cancers, les cancers invasifs, pour avoir une notion finalement de l'atteinte trachéale, mais aussi des vaisseaux de ces cancers, et surtout pour les patients qui sont finalement très importantes dans un compartiment jugulo-carotidien, pour aller vérifier qu'il n'y en a pas en médiastinal pour faire un geste complet dans ces deux cancers. Alors finalement, la chirurgie initiale. Et là, on arrive sur le geste, sur la thyroïde, la thyroïdectomie. Alors il y a un consensus qui est extrêmement plaisant sur les tumeurs de plus de 4 cm, quand il y a des adénopathies visibles en préopératoire ou des métastases, la thyroïdectomie totale ou presque totale, parce qu'il y a que les Français qui pensent qu'ils font des thyroïdectomies totales, donc les Américains ils font aussi des thyroïdectomies presque totales, et encore indiqué. Le problème, c'est cela. Des tumeurs entre 1 et 4 cm sans adénopathie clinique préopératoire et sans métastase. Et là, quand même, on voit que la première phrase dit que la chirurgie peut être quand même une thyroïdectomie totale ou une lobectomie. Et c'est là où certains vont se jeter vers la lobectomie en disant la lobectomie, c'est le geste idéal. Quand on lit un peu plus bas, et je vais vous le répéter, la thyroïdectomie, la lobectomie seule peut être suffisante, c'est pas que c'est le geste le mieux adapté, pour des cancers à faible risque, la majorité, on est d'accord, mais lorsqu'on doit faire on pense qu'il va falloir faire de l'iode radioactif, on va faire pour la surveillance et pour certaines préférences de patients, la thyroïdectomie totale reste encore le plus adapté. Donc nous continuons encore devant un diagnostic de cancer à faire des thyroïdectomies totales. Puis vient le problème du curage récurrentiel prophylactique, du curage central prophylactique. Il ne se discute quasiment plus dans les recommandations pour des tumeurs T3 ou T4. Il doit y avoir un curage récurrentiel pour ces grosses tumeurs. Et ça, c'est absolument pas discuté. Et nous continuons et nous avons fait des curages dans ces cas. Finalement, le problème, ça va être le curage prophylactique. Et à Lyon, en tout cas, M. Pex, pendant des années, nous a appris que finalement, on pouvait, avec une bonne exploration cervicale du compartiment central, se passer de curage prophylactique quand ils n'ont pas découvert des ganglions. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les endocrinologues tombent sur le NX. Alors le NX, peut-être qu'il n'a aucune importance, et j'en suis persuadé. Néanmoins, quand vous regardez tous les pronostics, et ceux de faible risque, de risque intermédiaire, de haut risque, quand vous regardez ici, il n'y a pas une ligne où on ne parle pas de l'envahissement ganglionnaire pour classer ces tumeurs. Et finalement, on va se rendre compte que le traitement derrière par l'iode radioactive va être conditionné par ce statut ganglionnaire. Et c'est vrai que depuis 5 ans, on s'était mis avec M. Pex à faire des curages ganglionnaires. Alors le curage ganglionnaire, on le faisait récurrentiel, unilatéral, prophylactique, ce qui donne une très petite morbidité, voire pas plus de morbidité que la thyroïdectomie totale. Et surtout, ça nous a appris aussi une chose, c'est que, aussi complète qu'était notre exploration, par exemple à droite, le curage récurrentiel était un petit peu meilleur puisqu'il permettait de rechercher, de trouver certains ganglions qui étaient derrière le nerf récurrent qu'on ne voyait pas toujours à l'exploration. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces ganglions qu'on trouve derrière le nerf récurrent non vu à l'exploration avaient un impact clinique? Un impact clinique, c'est pas sûr du tout, voire c'est presque incertain. Donc aujourd'hui, encore, je réalise, pour faciliter la surveillance, les indications de radioactifs, un curage récurrentiel unilatéral. Dans ces cas-là, viennent les recommandations des curages jugulo-carotidiens. Et là, finalement, les choses sont assez claires. Il n'y a pas de place à un curage jugulo-carotidien sans qu'il y ait de biopsie prouvant le carcinome métastatique ganglionnaire dans ces régions. Il n'y a pas de place non plus au picking. Lorsqu'on fait un curage, on le fait complet, mais il faut être sûr en préopératoire qu'il y a des ganglions en vie. Les
indications de totalisation, finalement, ce sont des patients chez qui on aurait dû d'emblée faire une thyroïdectomie totale. Donc soit des grosses lésions, soit des patients qui doivent être suivis de manière particulière et qui ont besoin de radioactifs. Alors finalement, ça c'était assez simple, c'est pour les cancers avérés en préopératoire. Le problème, c'est que la majorité des cancers qu'on opère, on ne le sait pas avant l'opération. Et puis est arrivée une entité nouvelle, la NIFT, qui est finalement un reclassement du cancer folliculaire encapsulé non invasif en tumeur appelée non cancéreuse bénigne. Ce qui va la mettre dans toutes les classifications de la cytoponction des tumeurs bénignes en surnom par rapport à ce qu'on avait avant. Alors, ces NIFT, finalement, il y a une correction aux recommandations américaines qui dit que finalement, c'est simplement un changement de nomenclature, qu'on est passé finalement d'une pathologie maligne avec un excellent pronostic à une pathologie bénigne avec évidemment un excellent pronostic. Mais par contre, ce qui est bien dit ici, c'est que tant qu'on ne saura pas faire le diagnostic en préopératoire, il n'y a aucune raison que l'attitude change. Et que tout ce qui est dit dans les recommandations avant l'apparition de la NIFT est toujours valide. Ce qui veut dire que devant une cytoponction, aujourd'hui, qui est, on va dire, Bethesda 3, Bethesda 4, Bethesda 5, dont on ne saura pas quoi faire finalement, il faut retourner à l'échographie. Et qu'une échographie EUTIRATS, avec un score EUTIRATS, et la présence de ces signes forts, qui sont ici, l'irrégularité, les microcalcifications, l'hypoécogénité marquée, doivent, ou l'axe bien sûr plus haut que large, doivent faire reconsidérer le résultat de la cytologie, et finalement on revient finalement à l'échographie, et que si l'échographie montre des critères péjoratifs, il faudra opérer ces patients. Alors finalement, quelles sont les recommandations? En effet, en cas de catégorie 3 et 4, voire 5, et plutôt 3 et 4, la lobectomie est recommandée. Mais ce qui est recommandé, c'est pas marqué ici, c'est lobectomie, mais sans extemporané. Parce qu'aujourd'hui, on sait que l'extemporané n'apporte pas sur le nodule plus de renseignements qu'une cytologie bien faite. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas dire aux patients, je vais décider pendant l'opération si je vous fais une thyroïdectomie totale. Il faut leur dire, il faut leur donner le contrat. Peut-être que j'aurai, s'il y a une indication, à vous totaliser 2 mois plus tard. Mais quand on regarde la recommandation 17, on se rend compte que si quand même la suspicion, donc plutôt catégorie 5, de cancer de la thyroïde est très forte, et selon le risque clinique qu'il peut y avoir, on peut quand même faire des thyroïdectomies totales. Et c'est ce qui est encore une fois ici rajouté, c'est que finalement, la thyroïdectomie totale peut être préférée lorsqu'il y a une très grosse suspicion de cancer. Donc on aime bien la lobectomie, mais on préfère quand même un petit peu la thyroïdectomie totale. Lorsqu'il y a une grande suspicion de cancer, lorsqu'il y a une mutation connue sur la cytologie, lorsque le nodule est large, lorsqu'il y a des antécédents de cancers familiaux ou une irradiation préopératoire. De même, thyroïdectomie totale préconisée lorsque, bien sûr, il y a un goitre multinodulaire, lorsque il y a une impossibilité finalement de opérer 2 fois ou de surveillance, et lorsqu'il y a une préférence des patients. Finalement, comment on peut résumer ça? En tout cas, moi, je vais donner une autre attitude. Les catégories 3 et 4, lorsqu'il y a une indication chirurgicale avec un seul nodule, une loboïsmectomie sans extemporané, ou selon les caractéristiques et les préférences, une thyroïdectomie totale. Dans les catégories 3 et 4, avec indication chirurgicale, multinodulaire, avec des caractéristiques inquiétantes et des antécédents familiaux de cancer ou de radiothérapie, une thyroïdectomie totale. Pour les catégories 5, je pense qu'il faut continuer à faire des thyroïdectomies totales. Quid du curage récurrentiel unilatéral? Alors nous, je vous le répète, on était plutôt contre les curages. Aujourd'hui, sur les 5 ans, on a 78% de ces patients qui avaient des cancers de la catégorie 5 et plus de 30% de petits dans le curage récurrentiel. Donc on continue à faire des curages récurrentiels. Alors finalement, ces débats, ça fait des années qu'on les entend. Lobectomie, thyroïdectomie totale, curage récurrentiel, pas de curage récurrentiel, curage latéral, pas de curage latéral. On n'a pas tranché. Et je pense qu'on ne tranchera jamais. Pourquoi? Parce que finalement,
on va se rendre compte que la chirurgie, dans la majorité des cas, elle a peu d'impact sur le pronostic de ces patients. Et finalement, c'est ce que me répétait mon maître, c'est ce que aussi il était publié depuis longue date dans la littérature américaine. 90% des patients, quoi qu'on fasse, seront guéris après la chirurgie. Quoi qu'on fasse. Il va rester 10%. Sur les 10%, 50%, quoi qu'on fasse, ils vont mourir de cancer. C'est des cancers extrêmement agressifs. Et finalement, la chirurgie va être importante dans les 50% des cas. Ce qui veut dire que, attention à l'agressivité chirurgicale, attention aux énormes incisions faisant des énormes curages. Le curage latéral, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas dénué de complications. Les patients n'ont pas la même vie après un vrai curage latéral bien fait que sans curage latéral. Et je vais reprendre juste pour conclure une phrase de Charles Croix qui nous a dit ici à l'Académie de chirurgie, il ne faut pas être plus délétère que le cancer. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Christophe. Ce rappel des recommandations américaines, finalement un peu pondéré par notre pratique, notre expérience. Je crois qu'effectivement le vrai problème, c'est de ne pas passer à côté des patients qui auront besoin d'une dose d'iode pour traiter la micrométastase à potentiel agressif. Donc ne pas passer à côté de thyroïdectomie totale. Je suis d'accord avec toi pour dire que quand on pour les métastases à l'offre contralatérale sain, moi je leur tiens un bon discours, il y a des antécédents familiaux de thyroïdopathie, il y a une chronodule, je préférais une thyroïdectomie totale. Si vous voulez absolument une thyroïdectomie, sachez que vous pouvez être réopéré. Si le deal est clair, nous on fait encore des extampos, probablement pas très utiles sur les Bethesda 4, mais autrement sur le fait de limiter considérablement, je suis entièrement de ton avis. Par contre, je fais plus facilement, et c'est ce que M. Croix faisait aussi à Lille, des extampos sur des ganglions un petit peu volumineux que je vois dans le compartiment central, et au pire, j'ai un diagnostic secondaire de cancer, mais je me dis, bon, ma biopsie, mon extampo était négatif, je me retrouve dans un N0, j'ai qu'une simple totalisation à faire, on va pas compléter avec un curage secondaire. Avez-vous des questions, des remarques? C'est vrai que là, on voit que ces recommandations, finalement, elles sont un peu moins précises que les recommandations précédentes. Alors, bon, ils changent tous les 6-7 ans, en fait. Et on voit bien que, finalement, ce qui est recommandé par l'ATA, donc par les Américains, finalement, est assez peu suivi par les chirurgiens américains eux-mêmes. Puisque, par exemple, sur les cancers qui font 4 cm de diamètre, la recommandation, même si elle est un peu atténuée, c'est de dire bon, on peut faire une lobectomie. Mais quand on interroge les chirurgiens américains, il y avait une étude là-dessus, 90% des chirurgiens font des thyroïdectomies totales. Donc qu'est-ce qu'il faut encore faire de ces recommandations qui deviennent finalement de plus en plus floues en fait, hein. On avait essayé d'avoir des recommandations françaises, ça avait été compliqué. Donc, je pense en effet qu'il y a peu d'impact sur cette chirurgie finalement, sur les cancers à faible risque. Ce qui veut dire qu'il va falloir adapter notre chirurgie à ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'un patient à qui on a enlevé une thyroïdectomie, un lobe pour un nodule qui aura suivi qui fera 2 cm sans adénopathie visible lors de la chirurgie, on pourra lui dire je ne veux pas. Mais il me semble un petit peu prématuré encore, même s'il y a des études qui montrent d'excellents résultats de lobectomie, et que la lobectomie a été faite pour le cancer bien avant. Il me semble un petit peu prématuré de faire une application de thyroïdectomie, de lobectomie lorsqu'on a un diagnostic de cancer. Pas parce que finalement ça va impacter sa survie ou sa récidive, parce que la survie est pas, mais pour pouvoir mieux les surveiller. Et encore, la surveillance encore aujourd'hui, c'est la thyroïdectomie totale, avec la possibilité de faire des iode et des autres qui vont mieux. Vous avez une société française de chirurgie endocrinienne, donc il a très bien dit, donc si je comprends bien, vous n'avez pas de référentiel, de recommandations très strictes sur la chirurgie du cancer de la thyroïde, avec une remarque, si tu veux, qui peut se, dans notre chirurgie de plus en plus judiciarisée, est-ce que le chirurgien qui pour un tout petit nodule du lobe droit, minuscule, un cancer, ferait une thyroïdectomie totale et irait détruire le récurrent du côté contralatéral, aurait une complication, est-ce qu'il pourrait avoir quelque chose d'opposable ou c'est pas du concept complètement intellectuel de ma part? Alors, les recommandations elles sont essentielles. Je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas. Je pense d'abord qu'il faut, nous chirurgiens,
probablement avons opéré beaucoup de thyroïdectomie, pas à tort. Il va falloir qu'on s'organise pour avoir un parcours de soins avec des indications irréprochables. Ça, c'est une évidence. Aujourd'hui, sur un diagnostic de cancer sur un petit nodule, je pense d'abord qu'il ne faut pas opérer de patient sans cytologie. C'est pas possible. C'est sans échographie bien faite. Et sur une thyroïdectomie totale, sur un micro-cancer, je ne pense pas qu'il soit reproché quelque chose d'autre. Aujourd'hui, avec l'affaire du lévothyrox, si tu veux, j'ai appris, déjà en pratique, qu'il y avait presque un tiers de thyroïdectomie, c'était une autre époque, puisque devant le froid, on était dans un contexte complètement différent, de thyroïdectomie qui était peut-être pas nécessaire en France. Et j'aimerais avoir votre opinion, vous qui êtes spécialisé là-dedans. Tous les chiffres sont sortis dans la grande presse. Alors juste sur les recommandations, il y a eu quand même des recommandations françaises, donc en fait sur le cancer thyroïdien, papillaire, folliculaire, etc., enfin vésiculaire, où on a trouvé quand même un consensus entre nous tous, sauf sur le curage ombilical, où on était resté encore un peu flou, en particulier entre les sociétés d'ORL et de chirurgie endocrinienne. Mais sinon, bon, on a quand même défini, mais c'est vrai qu'il faudrait, je pense, les refaire, parce que les choses ont beaucoup évolué. Et donc il faudrait peut-être qu'on se repenche dessus, justement, effectivement, pour... si on est de temps en temps malheureusement confronté à des réclamations, et donc il faut pouvoir se défendre en s'appuyant sur les recommandations de société savante. Mais donc je pense que c'est important d'avoir effectivement cette définition, les plus précises possibles, en tout cas des attitudes qu'on pourrait avoir devant un cancer thyroïdien. Après, sur le nombre la proportion de thyroïdectomie abusive, entre guillemets, parce que c'est comme ça que c'était appelé, je pense que c'est vraiment très très discutable. Parce que ça repose sur des bases administratives, donc le PMSI essentiellement, et donc dans lesquelles ils disent oui, il y a 30% des patients qui ont été opérés sans échographie ou sans ponction, par exemple. Alors c'est vrai, mais il y a un certain nombre de malades qu'on opère volontairement sans ponction, par exemple quand on opère une maladie de base d'eau. Donc, qui est justifié, ou un très gros goitre, compressif. Donc moi ça ne me choque pas qu'il y ait quand même un pourcentage de patients qui soient opérés sans cytologie. En revanche, quand on suspecte un cancer, évidemment, là je suis tout à fait d'accord, il faut des examens complémentaires préopératoires pour bien cibler le patient qui va avoir besoin d'une chirurgie. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans la réalité, puisque la proportion des patients qu'on opère d'un cancer augmente. C'est-à-dire le pourcentage augmente. D'année en année, il y a de plus en plus de patients. C'est pas parce qu'il y a une augmentation du nombre de cancers, même s'il y a probablement un peu plus de micro-cancers, mais aussi de macro-cancers. Et c'est surtout parce qu'ils sont mieux détectés, dépistés, et qu'on arrive à freiner un certain nombre de praticiens, de médecins qui veulent nous faire opérer des thyroïdes qui sont nodulaires, mais qu'il ne faut pas opérer. Je ne sais pas ce que Jean-Christophe en pense. C'est-à-dire que moi j'ai commencé cette chirurgie il y a 18 ans. Il y a 18 ans, les endocrinologues nous envoyaient tous leurs patients qui avaient un goitre quasiment pour les opérer. Et ils trouvaient toujours une raison pour qu'on opère le goitre. Aujourd'hui, les goitres qui arrivent en consultation, il y en a 3 sur 10 qui sont opérés. Voilà, ça a complètement changé. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette communication. Et donc,